bonjour à nos téléspectateurs de Lastleaks sur YouTube et à nos lecteurs sur lastleaks.fr. Agibou, c'est avec un plaisir que je te retrouve pour ce 20e numéro de Roundup. Bonjour Okaya, bonjour chers followers de lastleaks.fr. Merci pour les soutiens que vous nous manifestez. Donc c'est toujours un plaisir de me retrouver sur le plateau de Lastleaks pour un round-up de l'actualité. Nous démarrons ce numéro par un tour d'actualité en Afrique, un sujet de l'actualité qui nous avait échappé la semaine dernière, c'est-à-dire la libération des 46 militaires ivoiriens graciés par Assimi Goïta. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, nous étions dans un contexte de deuil, donc on n'a pas pu s'arrêter pour analyser un fait majeur qui a eu lieu, le vendredi, me semble, un acte de grâce effectué par le président Assimi Goïta à l'endroit des 46 soldats qui avaient été jugés à perpétuité par les cours et tribunaux maliens pour une opération de déstabilisation, une opération de commando. Et il semblait provenir de la Côte d'Ivoire avec des documents de voyage mensongers, puisqu'il se faisait passer pour des artisans pour la plupart, maçons, tailleurs et que sais-je encore. Et le poteau rose a été découvert in extremis par les autorités maliennes et ils ont mis en arrêt. Et plusieurs tractations ont eu lieu entre la CEDEAO et le Mali. Et la dernière en date, d'ailleurs, a été plus ou moins intrigante dans la mesure où les représentants, les mandataires ou les missi dominici de la CEDEAO n'ont pas voulu accorder un point de presse aux journalistes qui attendaient au devant du palais pour recueillir leurs premières impressions à la suite du conclave qu'ils ont eu en partage avec le gouvernement malien. Et il se dit que apparemment on leur avait fourni la preuve que ce commando-là n'était pas constitué que de ressortissants ivoiriens. Il y avait des gens d'autres nationalités et des anglophones qui ne pouvaient pas s'exprimer en français. Et donc, tout laissait à croire qu'il s'agissait d'une opération de déstabilisation avec des ramifications internationales. Donc, suivez mon regard. Donc, c'est une affaire qui doit pas s'arrêter là. À mon avis, il faut que des investigations soient menées pour identifier ces hommes-là et le but de leur voyage pour le Mali, puisque quand ils ont été graciés et libérés, ils ne sont pas directement retournés en Côte d'Ivoire. Ils sont retournés, ils ont fait escale au Togo, je pense. Tout ça nous semble mystérieux et interroge. Et donc, ça ne doit pas passer par pertes et profits. Nous sommes dans un contexte d'insécurité mondiale et des opérations de ce type doivent être mises au clair pour que l'opinion, mais véritablement, sache de quoi elle retourne et que se prépare en conséquence pour que les mouvements populaires et démocratiques qui sont portés de quelque manière que ça puisse s'exprimer ne puissent pas être dévoyés justement à cause de forces extérieures et exogènes et parfois même de proches en termes géographiques qui prendraient part à des opérations de complot et de déstabilisation du voisinage. Donc, il y a plusieurs enseignements à tirer sur ce dossier-là et l'opinion africaine et de manière générale les intellectuels sont interpellés au premier chef pour tirer au clair tout ce qui en fait sous-tend cette situation-là. Nous restons toujours en Afrique pour cette fois-ci partir au Sénégal. Depuis le week-end dernier, l'actualité là-bas est dominée par les suites de l'accident meurtrier sur la route de Kaffrine, précisément à 6 kilos. Alors, en réaction à cela, aux commentaires et aux débats qui s'en sont suivis,
le chef de l'État a d'abord décrété un deuil national de 3 jours, puis il a tenu un conseil interministériel d'où ont été prises 22 mesures dont certaines sont déjà appliquées. Et c'est justement de cela dont il est question dans ce round-up. Quel est ton commentaire pour tout ceci? Évidemment, il y en a d'autres parce qu'elles sont au nombre de 22, mais c'est pour ne citer que celle-là. A priori, on peut dire que ce sont des bonnes mesures. On ne peut que s'en féliciter. Après, c'est pris sous le coup de l'émotion, comme ça a toujours été le cas. Et je pense que quand même, pour la mesure concernant le renouvellement du parc automobile, depuis ces 20 dernières années, nous assistons quand même à une sorte de scénario qui se répète à l'infini. Et il y a une volonté, d'une part, qui est exprimée par les autorités de vouloir changer, et d'autre part, il y a une résistance qui semble prospérer par rapport à la volonté de l'autorité, à savoir les corporations des transports publics. Nous avons des voitures qui sont peut-être même du même âge que l'État du Sénégal, des voitures de marque qui n'existent même plus, Saviem, Berlier, j'en passe. Ce sont des voitures dont les concessionnaires ont disparu pratiquement de la carte et qui continuent de rouler là-bas. Et à contrario, on interdit aux Sénégalais de la diaspora de manière générale, puisque c'est eux qui sont touchés par cette mesure-là, de pouvoir rapatrier leurs véhicules fut-il âgés de plus de 10 ans, alors que ces voitures présentent un état quand même acceptable par rapport au parc disponible sur le plan domestique. Donc, il y a nécessité, à mon sens, les mesures prises de manière unilatérale, sans dialogue, ont toujours de la peine à s'imposer, quelle que soit par ailleurs la coercition irrelative. Donc, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas tiré les leçons des expériences précédentes en termes de dialogue social avec des acteurs et en termes d'accompagnement à mettre en place les nouvelles mesures de manière à changer, à influer sur le comportement des acteurs. C'est tout le problème auquel est confrontée la puissance publique. Donc, on verra ce que ça va donner. Est-ce que dans le long terme, ça va tenir? C'est la grande question. Mais les mesures, a priori, elles sont toujours bonnes. C'est leur faisabilité et leur applicabilité qui posent problème. Et là, il est question de génie politique et de leadership, d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait défaut, malheureusement, au niveau le plus élevé de l'État. Retour en France pour le dernier sujet de ce round-up de l'actualité, à savoir la réforme des retraites qui fait sonner la grande mobilisation aux syndicats qui se donnent tous rendez-vous ce 19 janvier. Oui, tout porte à croire que ça va être un test grandeur nature du Front social pour le second quinquennat de Macron, puisque c'est une réforme majeure qui était inscrite au cœur de son programme. Les syndicats ont appelé à mobiliser et je pense que de la mobilisation, de la réussite de cette manifestation dépendra la suite du combat. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement l'a laissé un peu entendre en disant qu'il souhaiterait, qu'il espérait ne pas avoir grand monde là-bas, eu égard à certains avantages qui ont été accordés à la revalorisation des petites retraites. Donc, est-ce que ça fera mouche? On verra bien. Mais en tout état de cause, ce problème-là perdure depuis l'époque de Sarkozy. C'est une réforme que ni Sarkozy, ni Hollande, et encore moins aujourd'hui Macron, n'a réussi à véritablement établir. Et le prétexte, c'est aujourd'hui rééquilibrer le système des retraites par répartition, puisque ce sont les cotisants, les actifs qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Et selon les études ici et là qui sont publiées, nous sommes passés de 4 cotisants dans les années 70 à 1,5 d'actifs pour un retraité et
que donc à terme, ça risquerait de poser des problèmes et de connaître un déficit. C'est l'idée et c'est le dogme que le gouvernement a toujours brandi, que ce soit sous Sarkozy, sous Hollande et maintenant sous Macron. Mais en vérité, la doctrine idéologique qui sous-tend tout ça, c'est simplement faire sauter les verrous, les filets de sécurité du système français en termes de sécurité sociale et de prévoyance de retraite, qui n'est pas le meilleur, mais en tout cas qui n'est pas à plaindre par rapport au système anglo-saxon, qui est fait par un système de capitalisation. Donc là, l'idée en vérité, c'est inconcevable pour les impérialistes américains ou les fonds de pension que autant d'argent soit entre les mains du secteur public. Donc cet argent-là doit être dans le secteur privé, dans le secteur spéculatif. Et donc c'est tout, en tout cas c'est toute la base idéologique qui préside à ces réformes-là. Mais du point de vue des chiffres, il y a plusieurs rapports qui contredisent, par exemple, l'idée véhiculée selon laquelle le système de répartition serait menacé. Le rapport de Levoy en 2019 avait préconisé plusieurs recommandations, y compris l'immigration, puisqu'il y a un problème de vieillissement démographique auquel la France est confrontée, mais politiquement, ce n'était pas du tout vendable compte tenu du contexte actuel. Et il y a aussi le fait de créer de l'emploi, par exemple, ça pourrait participer à consolider le système de répartition, de retraite par répartition. Donc il y a plusieurs recommandations qui avaient été faites, mais l'option aujourd'hui qui est retenue, c'est pratiquement de privatiser un peu la caisse de retraite et donner une possibilité aux fonds de pension, les fonds vautours, de s'immiscer dans le capital et peut-être d'exposer les futurs retraités à ce que Madoff a fait vivre à plusieurs retraités au niveau des États-Unis. Et c'est pour ça que c'est important que le Front social aujourd'hui oppose une résistance à cette mesure que Macron voudrait vaille que vaille passer, alors qu'il n'y a aucune urgence à la faire. Si tant est qu'il y a un dialogue, pourquoi ne pas laisser les acteurs sociaux, que ce soit le patronat et les syndicats, continuer à mener les discussions avec l'appui du Conseil d'orientation des retraites pour voir dans quelle mesure ils pourraient sauver le système de répartition, le système de retraite par les répartitions. C'était tout pour ce 20e numéro quand même, on avance un peu de Roundup. On se donne rendez-vous le week-end prochain. Agibou, ton dernier mot? En fait, mon dernier mot, c'est ça revient un peu à l'idée d'accepter aussi que le gouvernement puisse, bien évidemment sénégalais, puisse mettre en place les réformes qu'il envisage par rapport à la sécurité routière. Et il faudrait, dans cet exercice de coercition, que chacun y joue sa partition. Voilà, c'est une invite citoyenne que je tenais à lancer aux Sénégalais. Le laisser aller quelque part aussi est une résultante de notre propre négligence. Et cette négligence-là nous coûte cher, nous le payons plus fort. Donc, ce qui est raisonnable par rapport aux mesures qui ont été arrêtées doit faire consensus dans nos comportements quotidiens et doit se refléter dans nos interactions sociales. Donc, à dimanche prochain.